On passe beaucoup moins aux drogues dures que dans d'autres pays. Michael, lui, va pourtant devoir bientôt fermer son établissement, car il est situé à moins de 250 mètres d'une école secondaire. La loi se durcit. À Amsterdam, près d'un quart des coffee shops sont concernés. Le mien se trouve à 210 mètres d'un collège. À 40 mètres près, je dois fermer. C'est d'autant plus absurde que la loi interdit déjà l'accès des mineurs au coffee shop. Et puis si c'était un réel problème, il suffirait que nous fermions lorsque les enfants sortent de l'école. Non, c'est une décision purement politique. Bergen-op-Zoom, au sud du pays. Dans cette petite ville située sur la frontière belge, le maire a carrément décidé d'interdire tous les coffee shops par arrêté municipal. D'ici quelques mois, les 4 établissements de la ville devront fermer leurs portes. Ici, à Bergen-op-Zoom, ainsi que dans la ville voisine de Roosendaal, 25 000 personnes viennent chaque week-end des pays voisins pour s'approvisionner dans les coffee shops de la ville. Cela provoque des nuisances, des embouteillages, des accidents. Et cela attire des organisations criminelles et des dealers qui profitent de cet afflux pour vendre du cannabis dans la rue aux touristes. Ces organisations achètent des maisons dans la ville pour blanchir leur argent. C'est pour tout cela que nous avons décidé de les fermer. Mais pour les touristes comme Yost, la solution est déjà toute trouvée. Si les coffee shops ferment ici, c'est pas grave. J'irai à côté, dans une autre ville. Ou bien je trouverai un dealer dans la rue. Depuis plusieurs mois, ce débat autour des coffee shops agite le Parlement néerlandais. Le principal parti de la coalition au pouvoir souhaite leur disparition, mais il ne dispose pas de la majorité absolue. Le principal argument de nos adversaires, c'est de dire que si nous fermons les coffee shops, la criminalité augmentera. Mais il y a déjà beaucoup de criminalité autour des coffee shops, du trafic. Aujourd'hui, nous avons et les coffee shops et l'activité criminelle. Mais pour la plupart des maires, le trafic est avant tout lié à l'hypocrisie du système hollandais. D'un côté, les patrons de coffee shop ont le droit de vendre du cannabis, mais de l'autre, la loi leur interdit de s'approvisionner ou d'en produire. Donc, ils en achètent illégalement. Ce que nous voulons, c'est réguler le système. Car si on ferme les coffee shops, il y aura plus de criminalité. Et la question est aussi économique, car les taxes sur les ventes de cannabis rapportent chaque année plusieurs dizaines de millions d'euros à l'État néerlandais. En fait, la crise la plus grave que connaît l'Europe concerne la prise d'héroïne. Les progrès qu'on avait enregistrés ces dernières années se tassent. Or, cette drogue rend dépendant et fait rentrer dans une spirale infernale, marché noir, vol, prostitution, sida, overdose. Une fois n'est pas coutume, nous partons en Suisse. Ce pays a été l'un des plus touchés par la grande épidémie d'héroïne des années 80 et il a mis au point une méthode radicale pour les drogués réfractaires à tout traitement, les locaux d'injection supervisés. Dans chacune de ces boîtes, le matériel de base des toxicomanes à part la seringue. Et sur le couvercle, des prénoms. Ceux d'hommes et de femmes qui ont choisi souvent à l'adolescence la drogue pour oublier leur mal-être. Ça fait combien de temps que vous vous droguez ? Une vingtaine d'années. Est-ce que je peux vous demander l'âge que vous avez ? 34 ans. J'ai commencé à 13 ans et j'ai 32. C'est pour eux que la Suisse a mis en place il y a une dizaine d'années la politique dite des 4 piliers. La prévention, la réduction des risques, la thérapie et la répression. Ce centre d'accueil des toxicomanes à Bienne en est la traduction sur le terrain. Quelques 300 personnes, toutes catégories sociales confondues, s'y croisent au fil des jours. Pour tenter de retrouver un équilibre grâce notamment aux drogues de substitution. Quand on arrive à stabiliser quelqu'un qui arrive à avoir un logement, qui arrive à avoir un travail et puis qui arrive à avoir des collègues et qui a une vie sociale dans la population, c'est magnifique. En 15 ans en Suisse, le nombre de décès par overdose a été presque divisé par 3. Et dans ce centre, 70% des clients, comme on les appelle ici, ont réussi à stabiliser leur consommation. Autre lieu, ce bistrot, toujours à Bienne. À part quelques détails, rien ne le différencie des autres, sauf que la plupart des clients sont des toxicomanes et qu'au premier étage, dans un local sécurisé, ils peuvent s'injecter leur propre drogue dans des conditions d'hygiène strictes. Tu fais attention, on a eu des surdoses, overdoses hier. En venant ici, on sait qu'on est accueilli
et puis qu'on peut repartir, qu'on n'est pas jugé. Le premier résultat qui est mesurable, c'est à chaque fois que se produit une overdose dans ce local, on est là pour réagir, pour appeler une ambulance, ce qui ne serait pas possible si la personne consommait de manière cachée dans une cave ou ailleurs. Il y a un mois, les Suisses ont approuvé à 68% cette politique axée principalement sur la prévention. La Suisse va pouvoir maintenant, dans le même esprit, s'attaquer à 2 autres addictions où elle affiche un retard par rapport à de nombreux pays européens, le tabac et l'alcool. Chaque année, la drogue tue 8000 Européens par overdose, et cela depuis 30 ans. Alors, les 27 États membres viennent de lancer un plan d'action pour essayer d'éradiquer ce fléau. Ça ne sera pas facile, car vous l'avez vu, chaque pays a sa philosophie, mais la coordination commence, notamment dans la bataille contre les narcotrafiquants en Méditerranée, par où passe une grande quantité de drogue. Vous voulez en savoir plus sur tout cela ? Venez donc sur le blog de l'émission, vous y trouverez des tas de documents, des vidéos, et je vous propose aussi de discuter sur notre forum internet, et dès ce soir. Alors on se quitte, très bonne soirée, à la semaine prochaine.